Chaque 1er décembre, nous célébrons la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Votre numéro de ce jour va porter sur le VIH-Sida et c'est avec plaisir que je vais co-animer cette émission avec ma collègue Dr Viviane. Bonjour Dr Viviane. Bonjour Dr Kassirat, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Je vais bien également. Je disais tantôt que chaque 1er décembre, nous célébrons la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Ainsi, notre émission de ce jour va porter sur le VIH-Sida. Nous allons discuter sur certains points en rapport avec cette maladie en vue de sensibiliser toujours, de réduire la stigmatisation autour de cette maladie. Et comme à l'accoutumée, nous allons faire les habitants de Cotonou et environ pour avoir leur perception sur le sujet du jour que je vous invite à suivre. Le VIH-Sida, c'est une maladie contagieuse. Donc, ce que moi je sais que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé sa remède, quoi. Mais il faut que nous, les jeunes, faisons attention par rapport des rapports sexuels et autres, quoi. Et si c'est que une fille, la fille en question dont j'ai fait un rapport sexuel avec, elle a déjà attrapé la maladie à quelque part. Et si j'arrive à faire un rapport sexuel avec elle, là je peux contaminer, quoi. Le VIH-Sida, c'est une maladie spécialement. Le VIH-Sida, là, ça fait longtemps que j'ai entendu la maladie VIH-Sida. Ça fait longtemps. Et les gens me disent que cette maladie n'est pas bon, que c'est contagieux. Donc, de faire attention. Si un clou est rouillé maintenant, si le clou là, tu prends et ça te blesse maintenant, tu peux tomber malade de sida là. Moi, je sais que le VIH-Sida est une maladie très contagieuse qu'on attrape vite, même surtout en public, on attrape ça vite. C'est une maladie qui peut tuer. C'est une maladie contagieuse qui peut contaminer beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des moyens pour annuler cette virus? Je ne sais pas comment on attrape ce genre de maladie. Le VIH-Sida, c'est un virus qui ne pardonne personne. Ça n'est pas une personne. Donc il faut s'en méfier. Sensibilisons déjà à la base les enfants. Quant aux grands, il faut qu'ils soient conscients. Alors, docteur Viviane, on vient de suivre l'élément qui est passé tout à l'heure sur la perception de la population sur la maladie qui est le VIH-Sida. Alors, qu'est-ce que cet élément suscite déjà en vous? Est-ce qu'il y a des idées erronées que vous voulez clarifier pour le moment? Alors, merci beaucoup, Dr Kassirat. Je trouve que l'une des plus belles choses que nous faisons dans cette émission, justement, pour déconstruire les mythes autour de la santé, sont ces micro-trottoirs-là qui permettent de voir la perception réelle, en fait, de nos populations sur telle ou telle maladie. Les anthropologues de la santé vous parleront du disease, la maladie telle que nous, professionnels de santé, nous voyons le sickness et le illness. Comment est-ce que la maladie est ressentie par la personne et comment est-ce qu'elle est perçue par les populations. Et donc, c'est l'une des plus belles choses que nous faisons dans cette émission, de construire ces barrières, ces stigmas-là, qui sont des choses même qui limite en fait l'accès aux soins et aux services de santé. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cet élément. Effectivement, il y a des choses à déconstruire telles que par exemple le fer rouillé qui va plus donner ce qu'on appelle le tétanos, qui ne pardonne pas. Oui, dans quelques rares cas, on n'est pas venu de ce que j'ai vu à récupérer certains. Mais quand on sait que en fait c'était évitable et tout cela pour le tétanos avec le fer rouillé,
que la personne se rende immédiatement à l'hôpital, ou encore que le VIH se répand en public et tout cela, ou encore qu'on pense que quand on dit que oui, le VIH ne pardonne pas du tout, c'est tout comme si la personne qui recevait ce diagnostic recevait directement et voilà, était condamnée à un diagnostic de la mort. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Donc, je pense qu'au cours de cet entretien, nous pourrons en fait revenir là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé le téléspectateur qui a dit, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de cela, parce qu'effectivement, les gens ne pensent plus que le VIH soit encore d'actualité. Je suis parfaitement d'accord avec vous, docteur Viviane. Alors, on va définir ce que c'est que le VIH et ce que c'est que le sida. Alors, le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est-à-dire quoi? En français facile, immunodéficience, ça veut dire quoi? Tout le temps, on entend parler du système immunitaire. En fait, le système immunitaire, c'est l'ensemble des mécanismes, je dirais, des défenses au niveau de l'organisme qui nous permettent, en fait, de combattre tout ce qui est microbes ou choses extérieures, les maladies en général. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un virus qui va venir et fait baisser en fait les capacités du système immunitaire. Donc c'est ça, on va appeler cette immunodéficience. Donc déficience, c'est-à-dire que il y a un déficit, il y a un manque. Ça va venir créer en fait une baisse au niveau du système immunitaire de la personne. Ça, c'est le VIH. Et lorsque la personne aura cette infection au VIH, si la personne ne reçoit pas un traitement adéquat ou ne se fait pas suivre, ça va évoluer au stade de la maladie qu'on va appeler le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une infection au VIH n'est pas égale à sida maladie. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que si la personne, par exemple, a une infection au VIH, cela ne veut pas dire que la personne va finir comme ces images qu'on voyait pour quelqu'un qui est au stade sida, peut-être qui a totalement maigri et tout cela et tout. Donc, il faudrait faire la part des choses entre l'infection au VIH et la maladie sida. D'accord. Donc, il y a l'infection VIH qui, s'il n'est pas pris en charge tôt, va évoluer vers la phase maladie qui est le sida. Alors, quels sont les modes de transmission de cette infection au VIH? Alors, les modes de transmission du VIH sont essentiellement la contamination par voie sexuelle. Donc, c'est une infection également sexuellement transmissible. La contamination par le sang. Donc, comment est-ce que cela se fait? Donc, lorsque quelqu'un utilise un objet ou bien un objet tranchant, par exemple, où il y a le sang qui rentre en contact avec le sang d'une autre personne et tout cela. Il y a également la transmission de la mère à l'enfant. Donc, on reviendra plus en détail sur ces différents modes de transmission-là pour expliquer et dire davantage. Donc, le VIH, ce n'est pas comme la COVID-19 où quand quelqu'un a la COVID, quand vous restez à côté de la personne ou bien quand il n'y a pas la toux, dans quelque chose qui peut se transmettre parce que vous êtes juste à côté de la personne. Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que le VIH-Sida se transmet. D'accord, merci docteur Viviane. Alors, vous nous avez parlé des trois modes de transmission de la maladie, de l'infection au VIH. Et également, j'aimerais savoir comment on fait pour limiter cette infection au VIH. Comment on fait pour limiter cette infection? Ça commence par quoi? Alors, on a souvent entendu parler abstinence, préservatif, fidélité. Bonne fidélité. Donc, quand j'étais au collège, à l'école, depuis le primaire, même au collège, on avait cela. Donc, ça reste des règles encore qui sont valables. Donc, ça voudra dire pour les plus jeunes ou pour ceux qui ne sont pas en période d'activité sexuelle,
que l'abstinence reste un moyen. Mais même si vous vous abstenez, il faut qu'on explique que l'abstinence ne veut pas forcément, n'est pas, quand on dit abstinence, par exemple, certaines personnes, excusez-moi pour le terme, pensent que lorsqu'il n'y a pas de pénétration, c'est fini. Non. Donc, si quelqu'un se dit, OK, je m'abstiens et tout cela, ou que je suis puceau, je suis vierge, mais que je me donne à des jeux où les organes génitaux sont en contact, il y a des fluides, ce que nous va appeler des fluides, des liquides qui vont passer. Et ça, ce n'est pas une abstinence. Ou encore, excusez-moi pour les personnes un peu sensibles, mais je suis médecin et je me dois, c'est de mon devoir de dire les choses telles qu'elles sont pour informer et communiquer. Ou encore pour les personnes qui auront des rapports sexuels par l'anus, penser qu'il n'y a pas de mode de transmission de cette manière-là. C'est totalement faux, c'est totalement erroné parce qu'il y a certaines filles, pour ce qu'on voit, pour ce qu'on entend, qui se disent peut-être vierges parce qu'il n'y a pas eu une pénétration au sens propre du terme. Mais si la personne avec qui elle tenait ce genre de contact, par exemple sexuel, était infectée, alors cela est une voie de transmission. Donc, quand on parle d'abstinence, il faut comprendre qu'on veut juste dire, en fait, que pas de contact avec ce que j'ai appelé fluide tout à l'heure au niveau des organes génitaux. Alors, on a parlé de la fidélité. Je dirais la bonne fidélité, hein, parce que si vous êtes un partenaire, que vous êtes fidèle et que le partenaire en face de vous n'est pas fidèle, même si vous, les deux, vous êtes négatifs, vous avez un bon comportement et tout cela vis-à-vis de cette fidélité, ce partenaire-là qui n'est pas fidèle va malheureusement ramener le virus à sa partenaire qui, elle, est fidèle. Donc, on va rajouter bonne fidélité. Il y a également le préservatif. Donc, le préservatif qui, lui, joue un double rôle, qui sert en même temps de méthode contraceptive. Donc, le préservatif, ce n'est pas que pour ne pas tomber enceinte, mais également pour se protéger contre le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles. À cela, donc, je vais ajouter pour prévenir le fait de ne pas utiliser des fluides, des objets tranchants, par exemple, entre plusieurs personnes. Donc, on voit ça souvent chez ceux qui prennent certaines substances comme des stupéfiants. Donc, on utilise la même seringue pour se passer cela entre amis et tout cela, ou bien pour faire des tatouages, ce genre de choses et tout cela. Il faut vraiment faire attention. C'est à proscrire, c'est à éviter totalement. Et pour prévenir, la prévention également passera par une mère qui est atteinte du virus du VIH, qui doit suivre un certain nombre de recommandations, qui doit faire un suivi régulier au niveau des formations sanitaires pour ne pas transmettre en fait ce virus-là à son enfant. Donc voilà de façon ramassée ce que je peux dire à propos de la prévention. Et je voudrais rajouter que c'est important d'en parler, vraiment important, parce que la Fédération internationale des gynécologues avait publié en 2018 qu'un tiers des nouvelles infections au VIH venaient chez les jeunes. Donc ça nous amène vraiment à nous poser et à réfléchir, à briser les tabous autour de la question, parce que les jeunes sont quand même une population dont il faut maintenir la bonne santé parce qu'ils sont l'avenir de la nation. Et il faut dire qu'il y a certaines populations clés qui sont plus à risque que d'autres, c'est-à-dire les travailleuses de sexe et les hommes ayant des rapports avec des hommes qui doivent vraiment faire attention à ces mesures-là, en plus de la population générale, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Merci, Dr Viviane, pour tous ces éclaircissements. Alors, que pensez-vous de ceux qui ont comme croyance que avoir une infection au VIH, c'est mettre en péril toute sa vie? C'est tout comme si on est condamné à vie. Dès qu'on entend que je suis infecté par le VIH, c'est tout comme si notre vie sombrait dans le noir. Alors, je pense que c'est peut-être parce que l'infection au VIH
n'a pas jusqu'à tout de suite un traitement curatif comme le paludisme, où je sais que quand j'ai le paludisme, je peux être totalement guéri tout de suite. Mais il faut quand même noter qu'il y a des progrès significatifs qui ont été faits. Donc, lorsque la personne prend son traitement de façon adéquate et continue, il y a ce qu'on appelle, il va venir à un stade où on va même dire que sa charge virale, c'est-à-dire la capacité le nombre total de griffes, je ne sais pas comment le dire en français facile, mais je vais essayer. Garder que le nombre de virus de façon un peu plus simple et tout cela devient quasiment indétectable. Et donc, ça ne veut pas dire que la personne est guérie, parce que lorsque la personne ne va pas continuer à suivre son traitement, on voit ça chez certains qui pensent que quand on dit charge virale indétectable, ça veut dire que la personne est guérie. Non. Mais, en fait, il faut garder que lorsque vous prenez bien votre traitement, en fait, vous pourrez être comme simplement quelqu'un qui porte le virus, mais oui, qui ne peut comme pas quelqu'un qui n'a pas une infection au VIH, mais il est important de faire une bonne observance du traitement et de se faire suivre directement. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens, la gratuité du traitement dans de nombreux centres dans tout le pays. Donc, le traitement est gratuit. Il faut pouvoir faire son suivi régulier parce que l'essentiel, là, c'est de connaître sa maladie, de savoir ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Et oublier un peu ces clichés de la fin des années 90, début des années 2000, qui faisaient penser directement que lorsqu'on avait le VIH, ça équivaut à avoir directement le sida. Donc, je pense que c'est cela qui fait qu'il y a toute une peur, une crainte. Et dans la stratégie mise en œuvre dans nos centres de santé, il faut reconnaître quand même qu'il y a de la psychothérapie qui est faite, que vous soyez porteur ou non. Avant de faire le test du VIH, on vous explique, on vous dit, on vous fait ce que nous on appelle le counseling, on vous explique quelle que soit l'issue et tout cela et tout. Et par la suite, si le résultat montrait que cela était positif, encore qu'il faut le reprendre pour s'en assurer, il y a le traitement qui est gratuit, il y a le suivi qui est là. Et peut-être qu'au-delà même du VIH, c'est la question des maladies chroniques. Donc, quand quelqu'un sait qu'il va avoir une maladie qu'il va garder pendant toute sa vie, cela crée une charge psychologique pour laquelle la personne devrait être accompagnée. Et cela, ce n'est pas que dans le cas du VIH. Le plus grand enjeu dans la prise en charge des personnes vivantes avec le VIH-Sida reste encore la stigmatisation. Parce que sous nos cieux, on met ces personnes-là à l'écart et on ne leur apporte pas vraiment ce soutien psychologique dont ils ont besoin. Vous venez de le dire tout à l'heure, c'est une maladie qui requiert une charge mentale très énorme. Alors, comment pensez-vous qu'on puisse combattre cette stigmatisation qui existe encore ? Alors, pour combattre cette stigmatisation, je dirais que le premier élément, c'est déjà celui de l'information. Parce qu'il y a certaines personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent de penser que quand je mange dans la même assiette qu'une personne vivante avec le VIH, j'aurai le VIH. Donc, ce qui fait que les gens stigmatisent, les gens peur, ou encore le fait que, vous savez, quand on pense au-delà des diverses voies de contamination qui existent, c'est le fait qu'on dise, par exemple, OK, c'est une infection sexuellement transmissible également. Donc, ça voudra dire que c'est parce que la personne ne s'est pas bien tenue que la personne a eu le VIH, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues, de tabous au sein de la population qui font qu'il y a une stigmatisation. Donc, le premier élément, c'est déjà d'informer, de sensibiliser la population, de pouvoir soutenir ces personnes-là
qui ont déjà reçu un diagnostic d'une maladie qui est chronique dans le temps, et pouvoir informer aussi pour sensibiliser afin d'éviter de nouvelles infections, mais pas en stigmatisant, pas en mettant de côté les personnes atteintes. Je pense aussi que le moyen idéal serait, je suis beaucoup pour le concept de la démocratie en santé, impliquer les gens dans les choses pour eux, travailler avec ces personnes et leur demander comment est-ce qu'elles pensent qu'on pourrait travailler sur ces stigmatisations et tout cela pour lever les stigmas et les barrières. J'ai vu sur les médias sociaux qu'il y avait de plus en plus de femmes, j'ai vu plus de femmes qui étaient atteintes du VIH, qui ont pris la parole, qui ont montré que malgré leur VIH, comment elles vivaient leur vie de famille, aucun enfant atteint et tout cela, comment elles suivaient le traitement jusqu'à venir à la charge virale indétectable, et comment elles ont même connu leur mari après ce diagnostic du VIH. Donc je pense vraiment que c'est en levant les tabous et en expliquant qu'on va venir à bout de cela. Donc, d'après ce que vous venez de dire, il est très possible d'avoir une infection à VIH et d'avoir des enfants, de conduire une grossesse à terme et tout. Mais quelles sont les précautions particulières chez une femme qui a une infection au VIH? Alors, je pense qu'au-delà de même la transmission de la mère à l'enfant pour le VIH, une femme atteinte du VIH déjà est un peu plus vulnérable je dirais, que les autres. Donc que ce soit un homme ou une femme, parce qu'on a dit que c'est un virus d'immunodéficience. Surtout quand la personne ne suit pas son traitement, cette personne-là est plus vulnérable que les autres. Donc il est important de faire son suivi, de faire son traitement et d'écouter les recommandations de son médecin traitant. Parce qu'au-delà de la transmission mère-enfant, cela va augmenter en fait la probabilité de pouvoir faire d'autres maladies telles que le cancer du col de l'utérus, par exemple, quand on parle spécifiquement des femmes. Donc, lorsqu'on est une femme, pour les femmes enceintes, c'est systématique dans toutes les formations sanitaires, dans le bilan prénatal. On leur fait systématiquement cet examen-là pour voir si elles ont ou pas une infection au VIH et on leur fait suivre le traitement pour limiter en fait la contamination de la mère à l'enfant. Donc il y a tout un programme qui se charge de cela avec des procédures qui existent et tout. Donc le geste adéquat à faire, c'est d'aller vers en fait un personnel de santé. Il faut aller vers un centre de santé pour faire son examen et faire le suivi comme il se doit. Parce qu'il y a divers traitements qui existent et avec les traitements, il y a aussi des contrôles réguliers qui sont faits pour s'assurer qu'il n'y a pas ci ou ça, qu'il n'y a pas aussi d'autres complications en fait dues à ce virus-là pour pouvoir les prendre en charge efficacement. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous rappelons notre application, elle, qui est une application mobile de santé qui vous permet d'avoir accès à toutes les informations fiables en matière de santé sexuelle et reproductive et disponible en téléchargement libre sur Play Store et sur www.l au pluriel app à seulement 10 mégaoctets. Alors, docteur Viviane, on a parlé de l'infection VIH chez la femme enceinte, on a parlé des différentes voies de transmission de l'infection à VIH, la stigmatisation qui existe. Et nous allons aborder à présent l'impact psychologique. Qu'est-ce que, dans le processus de prise en charge des patients des personnes vivantes avec le VIH-Sida, quelle est la place de la psychologie dans ce processus-là? Alors, comme je le disais tantôt, la psychothérapie est intégrée. Donc, cela bien avant même que la personne ne reçoive le diagnostic de l'infection au VIH. Et ça, cela a été très bien compris, en fait, que la psychothérapie avait une place essentielle par ceux qui travaillent sur nos différentes politiques de santé et tout cela. Donc, le diagnostic du VIH n'est pas un diagnostic qu'on reçoit et où on jette le patient
en l'air. Non, pas du tout. Même avant de recevoir le diagnostic, même quand on passe simplement pour faire le test, parfois même on a peur, on se demande « Ah, est-ce que la personne est en train de me dire ça parce que je suis déjà positive ?» Parfois, il y a cette crainte et tout, mais c'est pour expliquer que déjà, même avant d'avoir un résultat et tout, le professionnel de santé prend le temps d'expliquer c'est quoi cet examen, voici les issues qui sont possibles. Dans le cas où c'est négatif, continuez à faire un contrôle tous les 3 mois parce qu'il y a une période également où il y a, nous on appelle ça en jargon médical la séroconversion. Donc c'est une période où on ne va pas encore voir directement s'il y a l'infection ou pas. Donc, faire ces contrôles réguliers tous les 3 mois, suivre les mesures de prévention dont on a parlé tantôt, qui sont des mesures beaucoup plus d'ordre comportemental. Si nous voyons bien les mesures de prévention du VIH qui sont essentiellement comportementales. Donc, on explique également à la personne quelle est la deuxième issue lorsque la personne est positive. Et voilà, donc, il y a cette psychothérapie-là qui est là tout au long du processus. Mais je dirais que les formations sanitaires à elles seules ne sauraient tenir cette psychothérapie-là. Parce qu'après cela, la personne va rentrer chez elle à la maison, la personne vit au sein d'une communauté, au sein d'une famille et tout cela. Donc, cela appelle également à la responsabilité de nos familles, de nos sociétés civiles, de ce que nous faisons pour soutenir ces personnes-là et pour prévenir en fait cette maladie qui n'est pas toujours facile à vivre pour les personnes infectées. Et cela demande aussi une responsabilité auprès des personnes infectées de pouvoir suivre leur traitement, de pouvoir adopter des gestes pour limiter par exemple l'infection et tout cela. Merci, Dr Viviane, pour toutes ces réponses. Je pense que vous venez d'éclairer encore une fois la lanterne de nos téléspectateurs, téléspectatrices. Et vous l'avez dit tantôt, le VIH, c'est une maladie qui crée une immunodépression, c'est-à-dire qui entraîne un ralentissement du système immunitaire. Est-ce qu'il existe d'autres maladies qui, lorsqu'ils sont présents en même temps que le VIH, peuvent encore affecter le système immunitaire de la personne infectée? En réalité, c'est pourquoi il y a une peur pour le VIH, c'est parce que quand ce virus-là, il va rentrer, il va attaquer en fait ces cellules-là qui se chargent de défendre l'organisme. Donc, conséquence, la personne ne va pas forcément... ce n'est pas son VIH qui va clouer cette personne, mais c'est plutôt les infections qui vont venir se greffer en fait au nid que le VIH aurait créé. Donc, quand le VIH va venir, il baisse toutes les défenses de l'organisme. Les cellules qui devraient défendre l'organisme en cas d'infection, même pour les plus banales, ont été attaquées. Donc, ça laisse la porte ouverte. Déjà que dans l'organisme humain, on vivait déjà avec des germes. Et parce que notre système immunitaire était performant avec notre environnement entouré de germes et tout cela, tout est une question de balance et d'équilibre. Comme notre système immunitaire était performant, il arrivait quand même à vivre avec ces germes-là sans que nous ne faisions de maladie. Mais là, le système immunitaire aurait été totalement affaibli par l'infection au VIH. Et donc, ça va rendre le terrain très fertile pour d'autres infections à s'y greffer. Donc, ce qui peut faire que la personne peut faire plusieurs infections en même temps ou peut faire des infections qui seront parfois même fatales pour cette personne-là, comme une infection comme la tuberculose, qui est l'une des infections les plus courantes qu'on rencontre. Mais là encore, il y a un traitement qui est disponible dans les centres de santé. Donc, en fait,
dès que la personne pense, soupçonne, reçoit ce diagnostic, le geste à faire, c'est vraiment de se rapprocher des centres de santé et de ne pas écouter ces remèdes miracles, ces remèdes magiques, guéris du sida et tout cela, parce qu'on est dans une société où beaucoup de gens naviguent sur, en fait, les insécurités émotionnelles, nos insécurités émotionnelles, en fait, pour pouvoir vendre leurs produits et parfois, ou le plus souvent, se faire de l'argent sans s'assurer de l'efficacité derrière. Donc, quel que soit ce que la personne ressent ou bien ce que nous va appeler les infections opportunistes, il y a des médecins spécialisés pour cela et qui savent comment le gérer avec le traitement. Mais on peut avoir le VIH, on peut vivre avec le VIH sans être sujet tout le temps à ces infections opportunistes-là avec un bon suivi et un bon traitement. Parce qu'il faut rappeler que le VIH n'est pas la seule infection ou bien la seule chose qui peut affaiblir le système immunitaire. Donc, il est vraiment primordial, quand on sait cela, de prévenir, parce que prévenir vaut mieux que guérir, parce qu'on est là à une infection qui va détruire toutes les défenses, s'attaquer aux défenses de l'organisme et faire le nid à d'autres infections qui vont venir se greffer. Et ce sont ces infections-là qui vont venir se greffer qui, à leur tour, vont fragiliser la personne et parfois même être fatales pour cette personne-là. Mais si on a dépassé l'étape de la prévention, que l'on va appeler la prévention primaire avant la maladie, et que la personne a ce diagnostic-là, il y a encore une deuxième prévention que l'on va appeler la prévention secondaire. C'est comment est-ce qu'on fait pour que cette personne-là ne développe pas des complications et comment on fait pour que cette personne-là n'évolue pas vers le stade sida. Et pour cela, je le dis une fois encore, il faut se rapprocher des professionnels de santé qui sont dans les formations sanitaires, que ce soit centres de santé, commencer par les centres de santé. Si elles n'ont pas l'habileté, elles vont référer vers des formations sanitaires adéquates, que ce soit un hôpital et tout cela. En tout cas, il y a plusieurs formations sanitaires, que ce soit les centres de santé, les cliniques, les hôpitaux, où il y a des professionnels de santé qui maîtrisent la question et peuvent quand même aider, et qui aident à vivre avec le VIH. Merci, Dr Viviane. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs et téléspectatrices, le VIH-Sida n'est pas une fatalité et il y a des stratégies de prise en charge bien développées sous nos cieux pour accompagner toute personne infectée par la maladie et également gratuitement en plus. Et nous travaillons à rendre accessible l'information de santé, à déconstruire les tabous, les mythes autour de cette maladie-là pour favoriser un environnement beaucoup plus convivial pour ces personnes infectées par le VIH. Alors, Dr Viviane, pour finir, quels conseils vous donneriez à ceux qui nous suivent, à la jeunesse et tout, par rapport à cette maladie? Alors, je dirais une fois encore, prévenir vaut mieux que guérir. Et c'est le message important, primordial, parce que prévenir le VIH-Sida, c'est essentiellement des mesures comportementales. Donc, il est encore en fonction de son comportement plus facile de prévenir le VIH que la COVID, par exemple, où on doit forcément vivre en communauté et tout cela et tout. Mais si l'on se protège à chaque fois, si l'on est sûr, on adopte une bonne fidélité, l'on s'abstient pour ceux qui ont fait le choix de s'abstenir. Si l'on ne se passe pas les seringues ou les objets tranchants entre amis, ou encore si une femme qui est dépistée positive suit bien les recommandations du personnel de santé traitant
nous arrêterons la chaîne de contamination du VIH. Prévenir vaut mieux que guérir. Et pour les personnes qui sont déjà atteintes par ce virus, cela n'est pas une fatalité. Il faut se faire suivre de façon adéquate. Merci, Dr Viviane. Quand nous parlons d'objets coupants tranchants, ça m'amène à apporter une précision par rapport aux femmes qui vont faire des séances de manicure, pédicure, qui vont chez la coiffeuse se tresser et tout ça. Ça passe aussi par tout ça. Les hommes également, chez le coiffeur. Avoir son matériel voilà, le plus possible. Son matériel à usage personnel pour toutes ces pratiques-là. Et comme Dr Viviane l'a dit, prévenir vaut mieux que guérir. Et il est important aujourd'hui de connaître son statut sérologique afin de se protéger et de protéger ses proches. Et il faut faire le dépistage de façon régulière, tous les 3 mois à 6 mois. Déjà même qu'il y a des campagnes de dons de sang où lors de ces campagnes-là, quand nous sommes éligibles, on peut nous faire passer un certain nombre d'examens dont la sérologie du VIH. Donc je vous invite tous à faire votre dépistage et à adopter les bonnes pratiques pour réduire la chaîne de transmission de ce virus. Vous l'aurez compris, notre émission de ce jour a porté sur le VIH-Sida. Avec la complicité de la régie, nous allons passer à la rubrique suivante, le fait de société. Viviane, quel est le fait de société dont nous parlerons aujourd'hui? Alors, notre fait de société est toujours en rapport avec le VIH, puisque nous en parlons et que dimanche dernier, 1er décembre, était la Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, comme vous l'avez dit. Et donc, le Bénin n'est pas resté en marge de cela. Nous apportons à travers notre émission l'information à la population sur ce qui est en train d'être fait actuellement. Le 1er décembre est déjà passé, sinon il y avait au Palais des Congrès de Cotonou une campagne de dépistage organisée par le ministère de la Santé. Mais cela ne s'arrête pas qu'au 1er décembre. Donc du 2 au 12 décembre, ce dépistage-là est gratuit et aura lieu au Centre d'information, de conseil et de dépistage du VIH qui est situé au quartier Guinkomé, en face d'Acropole et à l'infirmerie du ministère de la Santé. Donc du 2 au 12 décembre, de 8h30 à 17h30. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Déjà, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer pour cela. Cela vous permettra de connaître votre statut vis-à-vis de cela. Et cela permettra également de connaître, d'avoir accès du moins à un traitement totalement gratuit en cas de positivité, pas que pour le VIH, mais également pour d'autres infections sexuellement transmissibles telles que la syphilis. Donc la syphilis qui à long terme peut avoir d'autres complications qui vont même jusqu'à des complications neurologiques. Donc le traitement est gratuit. Et comme vous le disiez, l'hépatite B. Et également, cela permettra pour les personnes qui seront dépistées négatives pour le virus de l'hépatite B de pouvoir avoir accès à la vaccination contre le virus de l'hépatite B. Donc, cela sera possible du 2 au 12 décembre de 8h30 à 17h30 en face d'Acropole ou à l'infirmerie du ministère de la Santé. Et cela est une information pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont fidèles à notre émission, votre émission de santé. Merci, Dr Viviane. Alors, pour finir notre émission de ce jour, je dirais, prévenir vaut mieux que guérir. Il vaut mieux connaître son statut sérologique pour se protéger et protéger ses proches. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait, pensez-y et faites-le régulièrement et adoptez des méthodes de protection telles que Dr Viviane l'a dit, l'abstinence de toute relation sexuelle, quelle que soit la forme,
la bonne fidélité et l'utilisation du préservatif qui à la fois vous protège contre les infections sexuellement transmissibles dont le VIH et contre les grossesses non désirées. Et n'oubliez pas de télécharger notre application Santé Elle qui vous donne des informations fiables en matière de santé sexuelle et reproductive et qui vous permet d'entrer en contact avec un professionnel de santé qui va répondre en toute confidentialité sans jugement à vos problématiques de santé sexuelle et reproductive. Alors, nous vous remercions d'avoir pris à nouveau le rendez-vous. Nous vous remercions d'avoir pris le rendez-vous pour aujourd'hui et à bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Elle.